Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Bonjour chers auditeurs, je suis une fois de plus ravie de vous retrouver. Vous connaissez déjà la phrase fétiche à événement exceptionnel, émission exceptionnelle. Nous sommes donc de retour dans le cadre de nos capsules spéciales Dialogue national inclusif. Nous sommes donc en direct du stade d'Angonje où se tiennent depuis le 2 avril 2024 les travaux en lien avec le dialogue national inclusif, et qui de mieux pour nous parler de ce qui se fait ici si ce n'est le porte-parole de cet événement. Mais avant, parce que ce n'est pas moi qui vais le présenter, j'aimerais vous présenter quelqu'un que vous connaissez très bien déjà et qui est au fait de ce type de thématique, bien entendu notre chroniqueur politique, Saif Mosley. Comment tu vas, Mosley? Bonjour Gina, bonjour tout le monde, ça va très bien. C'est toujours un plaisir de te retrouver, surtout un bon vendredi. Alors si vous nous écoutez, c'est que nous sommes en direct, comme je le disais, du stade d'Angonje, donc du stade de l'amitié sino-gabonaise. C'est ici que se tiennent les travaux du dialogue national inclusif, et le plateau que vous verrez si vous nous regardez sur Facebook et sur les différentes plateformes numériques, donc YouTube, TikTok et ainsi de suite, que je vous invite d'ailleurs à liker. Vous verrez ce plateau qui a été mis à notre disposition par le ministère de la Communication et des Médias sous la production d'Oreb Group. Ils sont tous là, ils sont très sympas. Alors aujourd'hui, on va avoir une conversation très dynamique et vraiment limpide pour vous permettre de comprendre concrètement ce qui s'y fait, pourquoi c'est fait de cette manière, avec qui, pour quel objectif et dans quel délai. Alors, comme je vous l'annonçais au départ, nous sommes avec le porte-parole du dialogue national inclusif, Mosley. Nous sommes avec le Monseigneur Jean-Bernard Assokonvé, qui est le porte-parole, comme tu l'as si bien dit, du dialogue national inclusif, et qui a répondu présent ce matin pour discuter un petit moment avec nous. Bonjour mon père, comment allez-vous? Bonjour, ça va, ça va. Ça me fait plaisir de le dire. Bonjour mon père, parce que le Monseigneur est un prêtre catholique avant tout. C'est bien ça. C'est ça. Alors Monseigneur, on est ravis de vous retrouver ici. La première question que l'on se pose, quel est exactement votre rayon d'action dans tout ce qui se fait ici depuis le début des travaux du dialogue national inclusif? Bon, disons d'abord que le plaisir est partagé. Urban FM, je suis presque habitué. Effectivement. Voilà, donc il y a quelques mois, j'étais sur vos plateaux et on discutait en même temps de politique et d'engagement de l'Église. Mais voilà. Alors, je suis porte-parole du dialogue national inclusif. Le porte-parole n'a pas de parole. Il dit ce que pense l'ensemble des hauts commissaires et l'ensemble des commissaires. Les hauts commissaires, c'est les membres du bureau du dialogue national inclusif, un bureau présidé par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, qui a autour de lui plusieurs représentants des confessions religieuses, parce que les hautes autorités de la République ont décidé de remettre le sort du Gabon entre les mains, non pas de l'Église seule, mais de l'ensemble des confessions religieuses présentes au Gabon. Et on trouve là, au bureau du dialogue national inclusif, des prêtres catholiques, donc des évêques. On trouve le président de l'Église évangélique du Gabon, qui est la deuxième force religieuse au Gabon. On a les deux représentants des églises du Réveil. On a un représentant de la foi islamique. On a une représentante de nos religions traditionnelles. Et à côté de ce panorama dense de représentants des confessions religieuses, il y a aussi des personnes ressources, d'autres Gabonais, de compétences diverses, d'expertises diverses. On a Madame
Madame la ministre de la Défense, représentant du le CTRI. On a d'autres Gabonaises et Gabonaises, représentants des institutions ou alors la culture, la classe sociale. On a une qui représente la diaspora. C'est déjà au niveau du bureau du dialogue national inclusif, on sent cette inclusivité qui caractérise notre dialogue national inclusif. Et moi, je suis le porte-parole de ces hauts commissaires. Je les appelle hauts commissaires parce que ils sont commissaires, comme l'ensemble des 600 Gabonais invités à ce dialogue. Mais ils sont hauts commissaires parce que c'est eux qui sont au bureau du dialogue national inclusif. Ils sont 28. D'accord. Alors, un autre point qui nous semble important, en regardant un petit peu, en balayant un petit peu les réseaux sociaux et en prenant certaines interventions ci et là dans nos différents quartiers, d'aucuns pensent que le dialogue national est vraiment un rendez-vous un petit peu pour s'amuser. On ne sait pas concrètement ce qui s'y fait ici. Monseigneur, aujourd'hui, on vous a. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui caractérise ou comment sont composées véritablement les journées des 670 commissaires qui ont été invités à prendre part à ce dialogue? Que font-ils ici? On a dit depuis le 2 avril. Quand ils arrivent, ils font quoi et jusqu'à quelle heure? Alors, moi je suis un tout petit peu philosophe et je vais dire que ceux qui pensent qu'on est venu s'amuser, même dans le jeu, il y a beaucoup d'engagement. Exactement. Même dans le jeu, il y a des performances d'esprit à atteindre. Bon, mais en fait, on n'est pas venu pour s'amuser. On est venu parce que, après le coup de libération, survenu le 30 août, le Gabon a pris un nouveau tournant de son histoire. Et les militaires qui ont réalisé ce coup de libération ont senti la nécessité de faire asseoir sur une même table l'ensemble des Gabonais pour que eux, les Gabonais eux-mêmes, décident du dessin de la nouvelle maquette ou alors qu'ils décident de dessiner sur des pages blanches la face qu'ils veulent donner à notre pays, le Gabon. Ils ont donc convoqué ce dialogue national inclusif après l'appel lancé par le Premier ministre, son Excellence Raymond Donsima, le 2 octobre dernier, qui a invité les Gabonais à envoyer massivement leurs contributions, que chacun dise ce qu'il veut du Gabon, ce qu'il pense du Gabon, un diagnostic de ce qui se vit, et puis un projet, des propositions pour que nous sortions du marasme dans lequel était plongé notre pays, sur tous les plans. Alors, les Gabonais ont réagi massivement, et davantage les adultes, les politiques et les non-politiques, ceux du Gabon et ceux de la diaspora, et ils ont envoyé 38 000 contributions. Le gouvernement s'est rendu compte que la tranche d'âge qui va de 7 à 20-25 ans n'avait pas beaucoup réagi. Et il y a eu un nouvel appel à contribution à l'endroit des jeunes. Et là, le ministère de la Réforme des institutions et l'ensemble du gouvernement s'est déployé sur l'étendue du territoire, aller sonder les jeunes, aller les motiver pour qu'ils disent comment, à leur âge, à leur niveau, ils voient la vie sociale, politique, économique au Gabon et comment ils l'entrevoient, qu'est-ce qu'ils projettent, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils souhaitent. Et là, les jeunes ont réagi massivement après ce nouvel appel à contribution spéciale. Et là, toutes ces contributions ont été centralisées par le ministère en charge de la réforme des institutions. Et on les a rangées dans 3 commissions. La commission sociale, la commission économie et la commission politique. Rangées de cette façon-là, on touche à tous les pans de la vie de notre nation. Et chacun peut se retrouver. D'ailleurs, alors, on les a classifiés de cette façon en fonction du volume des contributions. Parce que le plus grand nombre des contributions est venu sur le plan social. Le second est venu sur le plan économique. Et enfin,
le plan politique. Donc, alors, on a donc divisé le dialogue qui n'est plus un dialogue politique comme les précédents. C'est un dialogue qui va être à la fois social, économique et politique. Et le professeur Zomoyebe, que j'ai eu le plaisir de recevoir sur le plateau hier pour le président de la commission économie, a montré à quel niveau les autres dialogues échouaient parce qu'ils n'étaient que politiques, oubliant qu'on ne peut pas traiter du politique s'il y a des soucis d'ordre social. On ne peut pas traiter du social s'il y a des problèmes d'ordre économique. Et que les trois étaient liés, il y avait une interconnexion qui doit faire de ce dialogue, ce nouveau dialogue Dangote 2024, un dialogue réussi parce qu'il va toucher à l'économie, au social et au politique. Et voilà. Alors donc, 600 commissaires accompagnés de personnes ressources, expertes, des personnes expertes, accompagnés de la communauté internationale qui est là et qui nous visite de façon inopinée, et pilotés par les hommes des confessions religieuses, c'est pour que nous apportions au Gabon, là je vais employer un terme plutôt religieux, pour que nous ressuscitions le Gabon. Notre pays était mort, il faut le ressusciter. Et pour le ressusciter, nous avons besoin de toute la communauté nationale, chacun avec sa petite expérience, sa petite expertise, apportant sa petite pierre pour l'édification d'un Gabon nouveau. Alors, quand on est arrivé, on a trouvé que le premier problème que nous avons eu, c'est que les commissaires auraient voulu choisir eux-mêmes les commissions et les sous-commissions dans lesquelles travailler en fonction de leurs expertises individuelles. Et on a trouvé que la répartition était faite de façon arbitraire. Le ministère en charge de la réforme a affecté les commissaires de façon arbitraire, chacun dans une sous-commission, dans une commission, dans un atelier. Et là, moi, je ne partageais pas cet avis. Ça, c'est personnel. Mais finalement, aujourd'hui, nous donnons raison à l'organisation parce que nous avons fait le tour des ateliers avec les médias et on a trouvé, moi j'ai rencontré un professeur agrégé dans une commission qui m'a dit « Mais c'est formidable ce que vous avez fait ». Je me suis retrouvé agrégé d'économie avec une commerçante du marché qui m'a révélé certains pans de l'économie que moi je ne maîtrisais plus. Ou alors même que je ne connaissais pas. Mais je vous assure qu'un footballeur peut enseigner à l'agrégé d'économie certaines choses en économie que lui ne connaît pas. Alors, dans toutes les commissions, et parce que les Gabonais ont les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations, dans toutes les commissions, vous avez un relief panoramique et vous avez des personnalités venant de tous bords. Vous trouvez assis sur la même table un général et un taximan en train de parler du social. Vous trouvez dans une commission un ministre de la République avec un footballeur en train de parler de l'économie ou de la politique. Mais ça fait que lorsqu'on traite d'une commission, il y a tous les points de vue de tous les Gabonais, de toutes les classes, à examiner le point et à proposer des solutions, des résolutions qui vont nous parvenir au bureau bientôt. Ben alors là, et le climat, c'est que le président de la commission, de la sous-commission, de l'atelier, ce n'est pas nécessairement le ministre ou bien le général. Ce n'est pas le professeur agrégé. Dans beaucoup de commissions, ce n'est pas la haute classe intellectuelle qui dirige. Mais non. Là aussi, c'est de façon arbitraire. Et celui qui a la direction de l'atelier, de la sous-commission ou de la commission est encadré par le règlement intérieur et c'est lui qui a la police des débats. Et c'est lui qui peut dire au ministre, ici, monsieur le ministre, vous n'êtes pas ministre, vous êtes commissaire comme tout le monde, taisez-vous et on passe la parole à quelqu'un d'autre. Et ça se fait avec passion, ça se fait avec engagement, mais ça se fait dans le respect, dans un climat de respect mutuel et de concorde et de fraternité pour bâtir ensemble
le Gabon de nos Que rêves. l'on veut voir demain, Mosley. Monseigneur, si on avait à résumer un tout petit peu les objectifs premiers du dialogue national inclusif et rechercher comment ça se matérialise aujourd'hui dans les débats, que nous diriez-vous? Alors, le premier objectif de ce dialogue inclusif et que nous ressentons, c'est unis dans la concorde, la fraternité, avoir les Gabonais assis autour d'une même table traitant des problèmes du Gabon. Et là, il n'y a pas de pédégistes, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'hommes politiques et d'hommes d'église, il n'y a pas de villageois et de citadins. Avoir l'ensemble des Gabonais, je vous assure que c'est formidable. Même nous-mêmes, les religieux, ce dialogue, avec son inclusivité, a réalisé le miracle de faire asseoir sur une même table l'ensemble des confessions religieuses. Ce n'était pas évident, hein, d'avoir un évêque catholique, un pasteur des églises de réveil, un pasteur protestant, un imam, un bouddhiste, et tout ça là sur la même table. On ne l'a jamais vu au Gabon, mais c'est la première fois. Voilà, l'inclusivité. Donc, le problème, la première réussite de ce dialogue, c'est qu'il fait asseoir sur une même table des Gabonais qui hier ne pouvaient pas parler ensemble. Le fossé, c'était tellement approfondi, creusé, au point où on avait des castes, on avait des clans, et on sentait beaucoup d'animosité. Le professeur Zomoyeba a dit hier que lorsque tous les indicateurs sociaux, économiques et politiques sont au rouge, c'est l'explosion de la société. Et on peut atteindre la guerre civile. On n'en était pas loin au Gabon. La première réussite, c'est donc le fait d'avoir sur une même table Madame Angélique Ngoma et le président du RPG et le cycliste. Et ensemble, nous rêvons ensemble. Nous rêvons ensemble. Et nous bâtissons des projets ensemble qui vont être profitables à tous. Et là, il n'y a pas de classe politique. Et c'est très beau, je vous assure. Alors, la seconde réussite, c'est que tout le monde a voix au chapitre. Pour aller plus loin, pour aller loin, chaque pas compte, même les plus petits. Pour aller loin, chaque pas compte, même les plus petits. Pour aller loin, toutes les voix sont à considérer, même celles qui semblaient insignifiantes. Pour aller loin, il faut pas seulement laisser à la classe intellectuelle, à la classe politique, nous imposer le rythme, mais écouter même ceux qui n'étaient pas acteurs politiques hier, mais qui vivent dans les villages et qui subissaient les acteurs politiques. Et en ce moment, tout le monde a voix au chapitre. Et ça, c'est la seconde réussite de ce dialogue national inclusif qui va être différent des autres. La troisième chose, enfin, c'est que, attendez voir la fin. Je vous assure, vous allez voir des résolutions qui vont venir, qui vont sortir d'Angonje, et ça va émerveiller l'ensemble. En attendant de voir la fin, on a 38 000 contributions qui ont été faites par les Gabonais. Et quelles sont aujourd'hui les principales préoccupations qui ressortent de ces contributions? Et suivant votre deuxième objectif, est-ce que les Gabonais qui nous écoutent aujourd'hui peuvent être sûrs que l'ensemble de leurs contributions ont été prises en compte, même lorsque parfois, comme vous l'avez dit, elles venaient des personnes qui étaient au village et qu'on n'écoutait pas souvent? Je ne trahis pas les conclusions. Je ne trahis pas les résolutions qui ont commencé à tomber de la part de certaines sous-commissions et commissions. Mais je vais vous dire que l'ensemble des préoccupations contenues dans les 38 000 contributions ont été examinées. Et les propositions irrelatives ont été pesées et sous-pesées. Tout ce qui va sortir de ce dialogue, c'est non seulement les propositions des résolutions des Gabonais eux-mêmes, mais aussi l'urgence de leur mise en route. Parce qu'il faut que le dialogue national, parvenu au terme à la fin de ce mois, donne au gouvernement les axes prioritaires relevés par les Gabonais eux-mêmes. Et non seulement ils ont fait les propositions des axes prioritaires, mais il va y avoir à peu près un échelonnage, une forme de chronogramme des urgences. La route, l'école, l'emploi, le travail,
la souveraineté qui fait que au Gabon aujourd'hui, on est 90% de chauffeurs de taxi expatriés. On ne regarde pas les implications. Il faut pallier et renverser la tendance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la route soit le deuxième facteur de mortalité après la maladie. Les accidents de la route. Et tous les jours, le Gabon perd ses fils, qui ne sont déjà pas très nombreux, sur la route à cause des accidents. Les Gabonais ont posé non seulement le diagnostic, mais ils ont fait des propositions qui sont réalisables. Et le dialogue, les 600 commissaires retenus à Ngondje ont fait des propositions à très court terme. À court terme, à moyen et à long terme, pour que la route ne fasse plus autant de décès qu'elle en fait aujourd'hui. Vous voyez donc les jeunes, notamment le chômage. Je vais titiller les femmes aussi. Bon, ça, je ne sais pas si c'est contenu dans les résolutions. Le Gabon, on parle du problème du panier de la ménagère. Bon, les Gabonais ont proposé que le gouvernement décide d'arrêter l'importation des cheveux et des ongles et de tout ce que les femmes, il paraît que ça coûte très cher. Exactement. Il paraît que ça coûte très cher. Bon, ben, il faut arrêter l'importation de ces choses-là parce que ça fait dépenser de l'argent inutilement. Je ne sais pas si ce projet de loi va être retenu, mais est-ce qu'il restera encore une femme au Gabon? Monseigneur, Monseigneur, avec le temps, on a souvent présenté notre pays... Alors je dis ça pour rigoler un peu, pour vous dire qu'il n'y a pas un pan de la vie en société qui a été oublié. Je vous assure, on a parlé de tout. Moi, une question, s'il te plaît. Avec le temps, Monseigneur, on a toujours présenté notre pays comme étant le paradis sur terre en termes de texte, où lorsqu'il s'agit de coucher quelque chose sur du papier, il n'y a pas meilleur qu'un Gabonais. On a de très bonnes idées. S'il fallait dessiner le Gabon aujourd'hui et l'écrire, je suis sûr qu'on serait le meilleur pays au monde. Ah oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait en sorte, comment les 600 commissaires qui sont ici aujourd'hui peuvent apporter, je mets ça en griffe, une certaine garantie aux Gabonais que ce dialogue ne sera pas un autre document de plus donné au gouvernement? Qu'est-ce qui garantirait son application? Qu'est-ce qui garantirait sa réussite? On parle de réalisation à court, moyen et long terme. Donc dans les 2 prochaines années ou dans la prochaine année, on pourrait déjà espérer percevoir des choses. Oui. Où se trouve la garantie? Surtout que le reproche qui est fait aujourd'hui aux travaux qui sont menés dans le cadre du dialogue, c'est l'absence d'objectivité ou de transparence. Les gens pensent que le fait qu'il y ait aujourd'hui, par exemple, la non-diffusion en direct d'un certain nombre de débats, ça voudrait dire qu'il y a une situation opaque qui s'inscrirait dans les travaux du dialogue. Alors, il y a 2 problèmes. 2 problèmes. En tout cas, vos 2 interventions ne vont pas dans le même sens et je vais répondre. Je commence par la vôtre. Il n'y a pas d'opacité. Nous sommes à un tournant de notre histoire où l'unité est encore très fragilisée. Le Bureau du dialogue national, encouragé par le règlement intérieur, a décidé de ce que les médias n'entrent pas dans les salles des ateliers, filmer les interventions, parce que, je vous assure, on est encore au point où les Gabonais s'indexent entre eux et il peut y avoir des règlements de compte. Qu'est-ce qui allait parler de PDG dans le... Qu'est-ce qui allait parler de X dans le... Je vous assure que si on vous laissait accéder aux discussions, aux échanges qui sont parfois houleux, ça causerait beaucoup de problèmes dans les familles et dans les quartiers. Alors, ce n'est pas de la confidentialité, mais c'est plutôt protéger les débats pour qu'ils ne produisent pas ce que nous ne voulons plus au Gabon, à savoir les règlements de compte, nous voulons que ce dialogue arrive à réunifier les Gabonais. Et voilà. Donc, ce n'est que ça. Mais il ne vous est pas interdit, homme de médias, d'arrêter un commissaire qui sort de la salle, de lui faire passer une interview. Et ça, c'est accordé.
Et le porte-parole du dialogue national inclusif accorde à tous les médias toutes les informations qu'il souhaite, parce que mon bureau est juste en face de la salle des médias. Et une fois sorti d'un point de presse ou d'une conférence de presse, je reste encore là longtemps pour donner à l'ensemble des médias toutes les informations relatives au déroulé des débats, ou alors au chronogramme, ou alors aux problèmes, aux soucis, aux solutions rencontrées dans la matérialisation de ce dialogue national inclusif. Il y a ça. Quelle garantie? La seule garantie que moi je peux présenter, alors, il y a deux garanties. La première garantie, c'est la joie qui animait les Gabonais le 30 août. Je ne voudrais pas que nous soyons amnésiques. La joie qui animait l'ensemble du peuple gabonais le 30 août. Moi, je n'étais plus au Gabon. J'avais déjà fui. Vous nous aviez laissé, mon père? J'avais déjà fui, parce qu'on m'avait dit que moi, je devais mourir le 2 septembre. Et l'information était avérée, parce que si jamais l'ordre des choses n'avait pas changé, beaucoup de Gabonais seraient morts dans les émeutes, d'autres seraient morts parce qu'on leur aurait réglé des comptes, d'autres seraient allés en prison et n'auraient jamais été jugés. Et moi, je faisais partie de ces Gabonais-là dont la date de décès était déjà arrêtée. Mon certificat de décès était déjà établi. Et voilà. Alors, c'est de l'autre côté que j'ai réalisé qu'il y a eu un coup de libération, et nous avons vu l'ensemble du peuple gabonais de tous les bords en train de marcher derrière les militaires, les portant comme des messies. Alors, si nous avons salué ce coup de libération, nous devons être sûrs que, parce que les militaires tiennent au chronogramme qu'ils nous ont présenté depuis leur ascension au pouvoir, ils tiennent au chronogramme, ils tiennent aux promesses qu'ils ont faites aux Gabonais. Et si c'est eux, donc ça c'est le premier aspect la première garantie de ce que ce dialogue ne sera pas un dialogue de trop, ou alors il ne sera pas identique aux anciens dialogues. Il faut encourager les militaires à inscrire leur nom sur des lettres, avec des lettres d'or, sur la nouvelle page de l'histoire du Gabon, en tenant aux promesses jusqu'au bout. C'est pourquoi nous, les religieux, nous sommes là pour les encadrer. On ne les soutient pas, mais on les encadre pour qu'ils restent fermement attachés aux promesses qu'ils ont faites à l'ensemble du peuple gabonais. Et je pense que l'Église, en tant que mère, doit encadrer cela. Voilà, chers auditeurs, nous sommes donc de retour dans ce plateau mis à disposition par le ministère de la Communication et des Médias sous la production d'Oreb Group. Au passage, nous remercions la SEG pour cette pause publicitaire imposée et nous ne commenterons pas cette action. Monseigneur, nous étions en train de parler de la deuxième garantie que les Gabonais peuvent espérer de ce dialogue national inclusif. Très bien. Donc la deuxième garantie, c'est que le président de la République, chef de la transition, en remettant à son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, la somme des 38 000 contributions des Gabonais, et en l'installant sur son fauteuil de président de ce dialogue national inclusif, a donné la garantie devant tous ceux qui étaient là présents et devant toute la nation, de ce que les résolutions d'Angondje vont être traduites en acte juridique. Donc, voilà. Donc, toutes ces résolutions vont faire l'objet d'un projet de loi. Et bien voilà. Donc, c'est une garantie. Et comme nous voyons les militaires tiennent parole jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison de ne pas croire à ce qu'il a dit. Donc voilà, nous espérons et nous prions pour que les résolutions de ce dialogue auquel nous participons, qu'elles soient toutes traduites en actes pour un Gabon meilleur et nouveau. Alors, dans le discours d'ouverture, effectivement, le président de la transition avait dit que les militaires ont fait leur part, aux religieux de faire leur part. Comment appréciez-vous aujourd'hui le rôle des religieux dans le processus en cours au niveau du dialogue national inclusif? Je pense que le président Oligui Nguema s'est comporté
avec l'ensemble du CTRI, en véritable fils d'Omar Bongo Ondimba. Vous vous souvenez encore de son testament mythique? Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous regarde, il nous observe. Et lorsqu'il voudra nous frapper, il nous frappera. Je laisse le Gabon entre les mains de Dieu. Il n'a pas dit entre les mains de l'Église. Hein. Je laisse le Gabon entre les mains de Dieu. Et c'est la première fois qu'après lui, le chef de la nation demande à ceux qu'on appelle des hommes de Dieu, de tous les bords, religieux, de tendre les mains pour recevoir le Gabon. C'est un acte fort. Et il a pris la carte du Gabon, portée par une colombe blanche, une carte du Gabon dessinée sur une maquette en vitre transparente, des symboliques très fortes auxquelles tout le monde n'a pas prêté attention. La colombe et une vitre transparente sur laquelle est dessiné le Gabon. Cette transparence-là, c'est celle dont parlait déjà Omar Bongo, à savoir que le Gabon est un pays de verre. Ben voilà, tout ce qui se fait à l'intérieur, tout le monde voit. Mais c'est aussi une façon de nous dire qu'il faut que nous nous parlions durant ce temps de dialogue, sans tabou, sans réserve et sans calcul individuel, mais pour que chacun découvre les intentions vraies de son frère ensemble. Et le Gabon est porté par une colombe, c'est le Saint-Esprit, et c'est Dieu qui doit porter le Gabon. Ce Dieu-là est matérialisé par nos mains et par nos intelligences. L'Église doit faire sa part en amenant les Gabonais à s'asseoir ensemble, à s'aimer, à s'accepter et à regarder tous vers la même direction, avoir les mêmes préoccupations collégiales. L'Église doit aussi, pendant que nous sommes en dialogue, non seulement encadrer les débats, et en même temps prier, parce que vous imaginez, la présence de l'Église, ce n'est pas seulement une présence intellectuelle, hein, mais c'est aussi d'abord et avant tout une présence religieuse. Pendant que nous sommes là, nous prions, parce que le combat, vous le voyez apparent, mais il y a un véritable combat avec les forces du mal, parce que le testament de Bongo, ça signifie, nous avons déposé le Gabon entre les mains de Satan. Il faut maintenant des hommes de Dieu pour nous aider à le retirer des mains de Satan, pour le redéposer entre les mains de Dieu. Mais je vous assure, le combat, moi, avec tous mes frères, président ce dialogue national et inclusif, notre première préoccupation, c'est d'abord de chercher à aller chercher le Gabon, aller mener le combat avec Satan et les forces du mal, qui ont embrigadé le Gabon, et c'est Bongo qui le confesse. Nous avons vendu le Gabon au diable. Il n'y a que l'Église, et pas seulement l'Église, les confessions religieuses, pour aller maintenant avec nous, retirer le Gabon des mains de Satan et le remettre dans les mains de Dieu. Je vous assure, ce testament, on peut écrire des tonnes, des sommes théologiques, des sommes théologiques sur le testament mythique d'Omar Bongo Ondimba. Donc les militaires ont fait leur part de délivrer le Gabon des mains de Satan. Il reste maintenant à l'Église la plus grande part, celle de vraiment combattre Satan, le vaincre et redonner le Gabon à Dieu pour que Dieu règne sur le Gabon, lui seul. Et c'est lorsque Dieu régnera sur le Gabon que les Gabonais se sentiront frères, qu'ils vont être vrais, qu'ils vont arrêter d'être paresseux et de comprendre qu'il faut travailler. C'est Dieu qui a voulu que l'homme travaille pour gagner le pain. Et c'est lorsque les Gabonais seront vrais qu'ils vont apprendre que lorsqu'on est médecin, ce n'est pas pour faire de l'argent, mais c'est pour sauver des vies. Mais d'aucuns voient dans cette ambition une certaine connivence entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Qu'en pensez-vous? La connivence, ce n'est pas la complicité. Hein. La connivence, c'est la synergie. Mais il faut bien, pour développer le Gabon, qu'il y ait cette synergie, cette collégialité, cette inclusivité. Est-ce qu'elle est faite pour favoriser le politique? Oui, elle est faite pour favoriser le politique, mais aussi pour favoriser l'Église. Nous sommes tous assis dans une même barque. Si la barque se noie, l'Église s'enfonce avec le politique et le social et l'économie. Nous sommes assis, nous avons une seule barque qu'on appelle le Gabon.
Si le Gabon se noie, l'Église se noie avec le Gabon. Les confessions religieuses se noient avec le Gabon. Alors, mais comme la barque est en train de prendre de l'eau, il faut donc que tout le monde, chacun fasse ce qu'il a à faire. Hein? Vous savez, cette pensée d'un grand sage espagnol que j'aime à partager avec l'ensemble de ceux qui me côtoient. Ne risquez pas de priver les autres de ce qu'ils sont en droit d'attendre de vous. Ne risquez pas de priver les autres de ce qu'ils sont en droit d'attendre de vous. Qu'est-ce que les politiques sont en droit d'attendre des hommes religieux? Il faut que les hommes religieux offrent aux hommes politiques ce qu'ils sont en droit d'attendre de nous. Mais qu'est-ce que les religieux sont en droit d'attendre du politique? Il faut que les politiques offrent aux religieux ce que nous, on est en droit d'attendre d'eux. Qu'est-ce que les Gabonais sont en droit d'attendre des hommes des médias? Il faut que les hommes des médias produisent à l'ensemble des Gabonais ce qu'ils sont en droit d'attendre d'eux. Que chacun fasse ce qu'il a à faire, que chacun apporte sa petite pierre pour bâtir ensemble un pays qui baigne dans l'unité, la fraternité, la concorde, la paix, la joie. Est-ce que le rôle de... Monseigneur, excuse-moi. Monseigneur, qu'est-ce que le Gabon est en droit d'attendre de ses enfants? Comment l'Église pense, l'Église, les confessions religieuses dans les mains desquelles on a placé le Gabon, compte, même au terme du dialogue, et principalement au terme du dialogue, régler la problématique de ce qu'est l'homme gabonais. On parle ici de valeurs. On parle ici de ce qui motive les hommes. Parfois, le problème de notre pays, ce n'est pas l'argent, et on l'a bien compris que l'argent, on en a. Le problème de notre pays, ce ne sont pas les infrastructures et tout ça. On a bien compris que parfois, c'est juste une question de volonté, une question d'honnêteté, une question d'éducation, une question de valeur. Chose que parfois, lorsqu'on est à l'église, on acquiert certaines de ces valeurs dans la famille, mais l'église et les confessions religieuses ont aussi leur grand rôle à jouer. Est-ce que vous avez pensé petit peu à comment nous allons construire le Gabonais de demain? Vous avez posé le problème et vous avez apporté la solution vous-même. C'est justement les confessions religieuses qui sont appelées à bâtir la moralité. Le Gabon a un problème moral. Le Gabonais a un problème moral. Il a un problème de valeur. Et c'est justement pourquoi l'Église, les hommes de l'Église, nous avons dit au président de la République, chef de la transition, que c'est bien de restaurer, vous parlez de restaurer les institutions. Le CTRI, c'est la restauration des institutions. Vous l'avez dit au départ aussi. Ce qui manque au Gabon, ce n'est pas des institutions. Ce n'est pas les textes, ce n'est pas l'organisation. Mais ce qui manque au Gabon, c'est la restauration des hommes. Moi, j'avais écrit au président de la République lorsqu'ils ont pris le pouvoir et qu'ils sont venus avec le CTRI. J'ai dit qu'il manquait une lettre avant le I, qu'il fallait mettre le H. C'est la restauration des hommes et des institutions. Parce qu'au Gabon, pour atteindre une véritable restauration des institutions, il faut d'abord restaurer l'homme. Vous imaginez, il y a le chômage. Au Cameroun, vous trouvez un docteur en sociologie en train de conduire un taxi. Et il vous dit, entre ce que je gagne comme professeur de sociologie et ce que je gagne sur le taxi, il n'y a pas de commune mesure. Moi, j'ai rencontré, parce qu'il m'arrive souvent de prendre le taxi, j'ai rencontré un clandomane qui m'a dit, écoutez, moi je suis militaire, mais je pense que je vais démissionner. Parce que entre mon salaire et ce que je gagne par jour avec ma petite voiture, il n'y a pas de commune mesure. 90% de ce pan, de ce secteur d'activité est détenu par les expatriés. Qui vous demandent du rond-point de la démocratie jusqu'à Mbolo, 500 francs. Parce que si vous dites Mbolo à la démocratie sans proposer 500 francs, ils ne vous regardent pas. Ou alors ils vous regardent de haut en bas et puis ils s'en vont. Mais le Gabonais pense qu'il faut être employé par la fonction publique, il faut être bureaucrate pour gagner la vie. Ailleurs, dans les pays qui sont en train de se développer, au Sénégal, au Cameroun à côté, on cherche l'argent, on cherche les moyens. Et on s'emploie là où il y a le plus de faveurs. Là où il y a le plus d'opportunités pour gagner de l'argent. Bon, et c'est un problème de mentalité.
Il faut restaurer les mentalités, il faut restaurer les hommes. Pour avoir une bonne restauration des institutions, il faut commencer par restaurer l'homme. Mais voilà. Et le rôle des confessions religieuses est donc celui-là de bâtir des hommes moralement, spirituellement et humainement pour que on arrive à acquérir de nouvelles valeurs. C'est ça. Alors, sur RFI, vous aviez déclaré sur une question de votre intervieweur que si les Gabonais, je cite, si les Gabonais décident d'accorder au président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, un mandat présidentiel, ce ne sera que justice. Pourquoi ce ne sera que justice? Bon, alors, je reviens sur cette question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive pour dire que avec votre confrère de RFI, Christophe, j'étais en train d'expliquer que rien n'est écrit d'avance. À Ngondje, nous avons des pages blanches sur lesquelles nous devons écrire la nouvelle histoire de notre pays. Et je voulais justement montrer que ce n'est pas à nous, en tant que membre du Bureau du dialogue national inclusif, ce n'est pas à nous de proposer qui doit être candidat, qui doit être président après la transition ou pendant la transition. Notre rôle, c'est d'écouter les Gabonais et de traduire ce que les Gabonais souhaitent, ce qu'ils ont voulu. Et c'est pourquoi j'ai dit à Christophe que c'est aux Gabonais de décider. Si les Gabonais trouvent que après la liesse populaire, la grande joie qui les a animés le 30 août, s'ils trouvent que les militaires, depuis qu'ils sont au pouvoir, les choses se transforment et changent dans le bon sens, mais les Gabonais décideront. C'est à eux de décider. Nous sommes en train de lire leur contribution. Je ne trahirai pas la quintessence de toutes ces contributions à propos de la candidature du président actuel. Je ne trahirai pas les conclusions qui sont en train de parvenir au bureau par les commissions politiques. Mais je dis simplement que c'est aux Gabonais de décider, ce n'est pas au bureau, et encore moins à moi, porte-parole du bureau, de décider de qui doit être candidat et qui ne doit pas l'être. Mais c'est les Gabonais. Mais voilà. Donc c'est aux Gabonais qu'il appartient de décider. Et nous, on ne traduit, moi, je ne révèle au grand public que les intentions des Gabonais. Lorsque nous serons arrivés au terme de validation des résolutions d'Angondje, je dirais, je rappellerai Christophe Boisbouvier pour lui dire, voici ce que les Gabonais ont décidé sur l'éventuelle candidature du président Oligui, ou alors sur la durée des mandats. Voilà, donc ce n'est pas à moi, ce n'est pas au bureau, et ce n'est même pas au président Oligui, mais c'est plutôt à l'ensemble des Gabonais, à travers leurs contributions, et à l'ensemble des commissaires ici qui examinent ces contributions, de dire qui doit être candidat et qui ne doit pas l'être. Comment vous pensez l'avenir du Gabon à l'issue du dialogue, vous, en tant que prêtre, en tant que Gabonais, mais également par rapport à la participation à ce dialogue? Vu l'engagement et la détermination de ceux qui sont là, soutenus par l'inclusivité, c'est-à-dire une vie panoramique, sans rien laisser de côté, je pense que nous allons entrer dans une nouvelle république au terme de ce dialogue national inclusif. Et je le dis parce que les militaires qui nous ont donné la mission de conduire ce dialogue nous ont manifesté leur ferme intention de laisser inscrite en lettres d'or leur vision du Gabon. Et leur détermination à écouter les Gabonais et à ne faire que ce que les Gabonais leur auront demandé de faire. Mais voilà. Donc je peux dire à l'ensemble de ceux qui nous écoutent qu'il faut faire confiance, non seulement au dialogue, mais aussi faire confiance à ceux qui l'ont convoqué. Monseigneur, nous arrivons au terme de notre programme. Juste vous donner la parole si vous avez le sentiment qu'il y a un point que nous n'avons pas abordé. Si vous pouvez le dire, mais avant, j'aimerais vous donner l'occasion de nous déterminer les prochaines étapes, dans les étapes qui vont arriver dans les prochains jours. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 19 avril. Qu'est-ce qu'il y a ici au stade d'Angondje? Qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours? Qu'est-ce que les auditeurs et les Gabonais sont en droit d'attendre? Oui, merci. Alors, ça me permet de parler du sérieux
de validation des résolutions et des recommandations. Nous avons le dialogue national inclusif se tient sous plusieurs phases. On a eu la première phase, la première semaine, qui était la phase de formation. Les détracteurs ont pensé que c'était du temps perdu ou alors c'était de l'improvisation, de la... Ben non, il fallait mauvais que... démarrage. Mais voilà, on avait parlé de mauvais démarrage alors que ce n'était pas vrai dans notre chronogramme. Et étant donné que nous avions assis sur les mêmes tables des gens de niveau intellectuel différents, des gens de cultures différentes, il fallait tout harmoniser et définir un bon cadre de travail. Et aujourd'hui, l'ensemble des commissaires se réjouit de ce temps de formation qui a permis à tous d'avoir les mêmes informations sur le plan méthodologique et sur le plan disciplinaire. Parce que beaucoup venaient en Ngondje pour régler les comptes, pour se régler les comptes. Il faut régler les comptes au PDG, il faut régler les comptes aux opposants, il faut régler les comptes à X ou à Y. Il fallait leur dire, là, nous ne sommes pas au tribunal, ce n'est pas un procès. Il n'y a pas de procès à faire. Vous faites table rase, vous faites fi de toutes vos différences et vous regardez, unis dans la concorde, vers la même direction. Et ça, c'était une grande réussite et ils nous en félicitent aujourd'hui. Mais après, nous sommes entrés dans la phase analytique. C'est celle d'analyse des contributions, de leur enrichissement. Et là, l'ensemble des ateliers, des commissions, des sous-commissions sont arrivés au terme selon le chronogramme. Depuis hier, tout est arrêté. Et nous sommes allés maintenant dans la troisième phase de notre dialogue, qui est la phase des adoptions. Alors, l'adoption des résolutions se fait sur plusieurs échelles. Lorsqu'on a travaillé en atelier, une fois les ateliers sont terminés, on va en plénière de sous-commission. Et là, on harmonise, on discute des résolutions. Lorsque la sous-commission a fini d'adopter, elle remonte à la commission et elle va soutenir toutes les adoptions devant le bureau de la commission. Le bureau de la commission peut enrichir, peut élaguer les résolutions prises déjà au niveau inférieur. Et là, s'il y a des amendements, s'il y a des enrichissements, c'est à ce niveau-là, au niveau de la plénière de la commission. Lorsque la commission a terminé, la commission vient donc devant le bureau du dialogue national inclusif en plénière restreinte. Elle s'appelle plénière restreinte parce que ce n'est pas encore la grande plénière générale, c'est la plénière de la dite commission. La commission économie se présente devant le bureau. Voici, vous nous avez confié un travail à faire, penser l'économie du Gabon au sortir de notre conférence nationale, de notre dialogue national. Voici ce que nous avons retenu à partir des contributions des Gabonais et à partir de leur enrichissement par l'ensemble des commissaires. Et là, le bureau du dialogue national procède à ce qu'on appelle plénière restreinte avec la commission. Une fois on a fini avec cette commission, on case. Les résolutions de l'économie sont arrêtées. Et puis on passe à l'autre commission et on passe à l'autre commission. Et lorsque nous avons fini ces plénières restreintes, c'est alors que le président du dialogue va convoquer l'ensemble des commissaires, les 600, ainsi que les personnes ressources et les observateurs internationaux pour la validation de la somme totale des résolutions prises à Ngondje. Vous voyez que... Et là, le projet du Gabon, ça va être très beau parce que nous l'avons validé à plusieurs échelles. Et il s'enrichit ou alors on enlève ce qui est à risque et puis... Mais voilà, l'ensemble des commissaires se reconnaît. Et après ce dialogue, les hautes autorités de la République entendent organiser un référendum qui, de façon souveraine, va décider s'il se reconnaît dans les actes d'Angondje. Et là aussi, aucun autre dialogue n'a eu l'occasion de consulter l'ensemble de la population pour valider les actes pris, adoptés au dialogue. Il n'y a que ce dialogue. Ça va se produire sûrement en août, peut-être même avant, demander à l'ensemble de la population gabonaise de dire si elle se reconnaît dans les résolutions ou non. Mais voilà. Donc c'est au terme de ce référendum que le président de la République, avec ceux qui l'assistent, vont décider, appuyés par la souveraineté, donc assis sur la souveraineté, et ils vont traduire tous les actes
en texte de loi. Et ils vont entrer en application. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur, pour ces précisions. Chers auditeurs, Urban FM reste ici, au stade d'Angondje, durant toute la période réservée donc à ce dialogue national inclusif. Nous allons couvrir l'ensemble de ces étapes. Si bien entendu, nous sommes invités, Monseigneur. Vous êtes invité. Et nous allons à chaque fois, à chaque épisode de notre capsule réservée au dialogue national inclusif, avoir en interview un commissaire ou une personne ressource visant, bien entendu, avec l'objectif principal de vous apporter le maximum d'informations possibles, le maximum de détails et de visibilité sur ce qui court ici au stade d'Angondje. Mosley, est-ce que tu as quelque chose à dire? Nous sommes arrivés au terme de notre programme. Suivi. À la prochaine. Merci beaucoup à tous. Au revoir à toutes les personnes qui étaient connectées sur Facebook. Merci à toutes les personnes qui étaient en direct sur Urban FM. Et vous pourrez retrouver ce contenu sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne TikTok. Au revoir. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM.